Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique vidéo comme d'habitude. Et oui, pour l'instant, il n'y aura que des critiques de films. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles séries qui sont sorties ou qui ont fini. Donc pour les critiques de séries, malheureusement, j'ai pas vraiment d'idées de vidéos à vous faire sur les séries que j'aurais pu voir. Ce qui me désole un peu parce que j'aurais voulu vous en proposer plus. Parce que là, les films, on est bien à plus de 50, voire même, ouais, on est déjà beaucoup plus de 50. Et alors que les séries, on n'a même pas à 10, je pense. Si je vérifie tout, donc c'est un peu triste. Pareil pour les jeux, on n'a pas beaucoup de jeux, c'est beaucoup plus critique en fait. Je me rends compte que c'est beaucoup plus critique ciné qu'autre chose. Mais on fait pour l'instant avec. C'est une critique de film. Après celle que vous avez vu sur The Crow, vous avez celle-ci. C'est un. Comment dire? Ce film-là est un retour, en réalité. C'est un peu le même style qu'un Top Gun 2, après Top Gun en fait. C'est, je crois, 30 ans après, voire même peut-être un peu moins, que du coup le personnage est de retour. Pour du coup un second volet, qu'on n'attendait pas d'ailleurs, on s'est jamais dit on va faire un second volet de ce film. On s'est dit ça aurait été intéressant peut-être, même si en fait c'est comme un Joker en fait, on se dit que ça suffit à lui-même et qu'il n'y a pas besoin d'en faire deux. Et pourtant, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup surpris, j'ai été dubitatif, je me suis dit l'original était remplaçable et je pense que beaucoup de gens vont se dire la même chose quand je vais dire le nom du film. Et j'avais peur du coup que en fait, le deuxième soit moins bon et soit en fait une coquille dans l'héritage. Et en réalité, il est très bon. Il est dans la vibe du premier, en fait, c'est ça qui fait du bien. Franchement, ce film est une bonne surprise pour moi. C'est donc un film qui est sorti le 11 septembre 2024, c'est le jour d'ailleurs où je vous parle, et je viens de sortir du cinéma. Le film dont je vous parle est un film réalisé par Tim Burton, avec entre autres Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe, Jenna Ortega ou encore Monica Bellucci. Je parle donc bien sûr de Beetlejuice 2, ou sinon Beetlejuice. Pour vous faire un petit récap du synopsis, puisque faut quand même faire un petit récap du synopsis. Donc le personnage de Lydia, joué par Winona Ryder, a une fille qui se nomme Astrid. Elle est dans une école que la mère du coup a rachetée parce qu'elle est devenue célèbre en inventant des histoires paranormales dans une émission de télé. Et elle se sent pas si bien que ça parce que on va apprendre on apprendra plus tard pourquoi. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont se retrouver du coup parce que le grand-père de Astrid, donc le père de Lydia, est mort. Et c'est là où toute la famille va se réunir. Et ils vont se retrouver donc dans la maison où elle a découvert Beetlejuice. Et c'est là où les péripéties vont arriver. Et on aura la suite. Voilà tout ce que j'ai à dire, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc maintenant, on peut parler du personnage. Et quand on parle de personnage, on entend parler du personnage titre, Beetlejuice, joué par Michael Keaton. Je vais pas vous mentir, il m'avait manqué. Franchement, je trouve que Michael Keaton a retrouvé du poil de la bête. Il a retrouvé ce qu'il fait de mieux. Il a fait, on va en parler dans une section spéciale, mais il a lâché prise comme un dingue. Ce personnage a évolué. C'est impressionnant, il a une backstory maintenant. On en apprend plus, il a une backstory. On apprend qu'il a eu une femme, qu'il s'est marié. On ne parle pas bien sûr de Lydia, mais de nos femmes. Et il vit toujours dans le monde des morts. Il fait son business comme d'habitude. Il a pas de vraiment comment dire. En fait, on apprend plus en fait sur son passé. Il apprend lui aussi du coup qu'il a une fille parce qu'il ne savait pas en soi. Enfin, pas qu'il a une fille, mais que du coup Lydia a une fille. Et il va essayer de se dans la vie de Lydia qui en essayant de hanter un peu sa vie. Mais malheureusement, on n'a pas grand chose sur lui, à part du coup, il garde toujours ce côté dingue qui est génial. On apprend un peu plus sur son passé, donc avec son ex-femme. Mais c'est la seule chose qu'on apprend sur lui réellement. La scène, par contre, du passé en noir et blanc, avec la musique un peu italienne, qui rappelle du coup un peu les trucs à Dracula et tout, ça fonctionne très bien. C'est un bon point de film, même si du coup c'est assez triste d'avoir une backstory et en fait une évolution de personnage pas très très grande par rapport au premier, même si c'est pas celui en fait où on s'attendait qu'il ait une grosse évolution pour le coup. Donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur
Beetlejuice. Maintenant, on peut parler de suite du coup de Lydia, hein. Alors, Lydia Litz, comment dire que, en fait, depuis le temps qu'elle a vécu avec Beetlejuice, qu'elle a découvert, en fait, elle a déménagé, elle s'est mariée avec un homme qui s'appelle Richard, et donc ils ont eu une femme qui s'appelle Astrid, une fille qui est Astrid, qui s'appelle Astrid. Et en fait, elle s'est éloignée d'elle. En fait, du coup, Lydia avait une émission de télé qui est liée aux visions paranormales, aux fantômes et tout, parce qu'elle, elle peut les voir. Et sauf son mari, ce qui est d'ailleurs assez triste pour sa fille. En fait, plus tard, on va se rendre compte que on se dit, mais c'est pas normal, parce que si elle peut voir les fantômes, donc elle peut voir tout le monde de l'au-delà, donc elle pourrait voir son mari, elle le fait exprès, elle ment à sa fille. En réalité, elle le voyait pas, parce qu'en fait, il était dans les guichets de l'au-delà, il avait trouvé un taf. J'ai pas compris d'ailleurs ça, peut-être y avoir une explication, c'est un peu un point négatif, parce qu'on sait pas d'où ça vient, mais il a un taf dans les guichets. Et donc c'est pour ça qu'on comprend mieux par la suite pourquoi elle peut pas le voir. Et c'est du coup une sorte de résolution d'un problème de pourquoi elle peut pas le voir, ça fait plaisir, ça fait assez triste pour Astrid, mais en fait elle peut le voir. Mais on comprend pourquoi elle le voit ensuite et pourquoi elle le voit plus quand elle est dans le monde des vivants. Donc il n'y a pas grand chose à part que du coup la célébrité lui montait la tête, ce qui fait que en fait elle s'entend bien mieux avec sa belle-mère, donc jouée par Catherine O'Hara et dont on va parler par la suite, de Delia Ditz, du coup qui est la femme de Charles, le grand-père de Lydia, oui c'est ça. Et voilà, j'en parle par ce personnage, j'ai aussi bien évolué. Et on apprend la réplique, c'est qu'en fait, un peu comme dans le 1, j'ai oublié le nom de personnage qui faisait ça pour la carrière d'Elia, et ben il y a Rory, qui est le manager de Lydia, et qui va en quelque sorte la séduire, il va faire semblant en fait en réalité de croire en fantôme, de croire en tout ça, de croire en elle pour l'épouser pour l'argent et tout. En fait on l'apprend à la fin, parce que Beetlejuice en a marre de lui, il lui fout un sérum de vérité, il lui dit toute la vérité. Et il va du coup se faire tuer par la suite avec le personnage dont on va parler ensuite. Mais du coup c'est un personnage, c'est un côté, du coup c'est ce qui remplace du coup le manager d'Elia dans le 1, qui est plus là du coup dans le 2 pour Lydia, et qui en fait est un grand fouteur de troubles et qui en fait a toujours menti, et on sentait qu'Astrid ne le sentait pas et elle avait raison. Et on peut parler d'Astrid maintenant. Je parle de Jenna Ortega. Je comprends le choix de Tim Burton d'avoir choisi Jenna Ortega pour jouer Astrid quand elle a fait Wednesday et ensuite elle fait ça. C'est un choix logique. Et un choix logique qui est très bien d'ailleurs, hein. Du coup, en fait, c'est une jeune fille qui ne croit pas en une histoire paranormale parce que en fait, elle a que des soucis, parce que tout le monde connaît sa mère qui est une célébrité. Tout le monde se dit, ah voilà, en fait, elle ne croit pas à ces fantômes-là, elle croit qui est-ce qu'elle voit, et donc elle n'a jamais cru sa mère. Et donc elles s'en sont très éloignées depuis la mort de son père, avec qui elle s'entendait très bien, et en fait, depuis la mort de son père, en fait, plus rien ne va avec tout ce qui est horreur, peur, voilà. Donc c'est assez triste pour elle, mais en soi, pas vraiment. Parce que du coup elle va rencontrer le méchant du film dont je parlerai, enfin un des méchants qui en fait n'est pas si méchant que ça, enfin il n'a pas une grosse place dans le film mais quand même, et du coup elle va se rapprocher de sa mère dans le monde des morts, et elle va commencer à croire à ces délires d'horreur, de paranormal, voilà, elle va se rapprocher beaucoup plus de sa mère, elle va en fait s'ouvrir plus aussi un peu plus à ce personnage qu'à sa mère, mais elle souffre quand même, donc on comprend un peu mieux le personnage, on arrive à la suivre. Et je vois l'idée d'avoir en fait fait une fille qui est tout l'opposé pour en fait se rapprocher par la suite, pour se dire ah bah en fait elle va mieux comprendre, elle va essayer d'aller mieux, elle va essayer de se rapprocher de sa mère, donc en fait c'est très réaliste, donc c'est l'idée du film qui marche très bien. Le personnage d'Astrid est un grand plus pour ce film, on va pas se mentir. C'est pas le seul, mais elle reste un des grands plus du film, et je comprends d'ailleurs d'avoir fait une suite avec Jenna Ortega, qui est pour moi un très bon choix du coup dans le cast, comme j'ai déjà dit. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce cast qui est très bon. En termes, je pense que son enfance aurait été intéressante de développer. Elle n'est pas assez développée, on a juste quelques photos du coup de son passé avec son père, de sa naissance, quelques photos et tout, mais pas grand chose. Donc c'est ça qui est assez triste. Je pense qu'un développement aurait été intéressant pour plus s'attacher au personnage. Ça fonctionne quand même. Ensuite du coup on va parler de Delia. Donc la belle-mère toujours aussi égocentrique, qui a toujours une carrière de dingue, qui est celle qui va déclencher en fait tout le truc, parce qu'elle va dire bah en fait elle va appeler Lydia en pleine émission, lui dire bah ton père est mort, du coup voilà, elle va déjà sur cette scène là il y a
très cool, j'en parlerai par la suite, qui est dans le côté dingue. Mais elle va expliquer donc comment il est mort et en fait il y aura des images. Donc en fait il est mort d'un accident d'avion, puis en fait il a survécu mais il s'est fait bouffer par un requin. Et en fait les deux vont être liés en quelque sorte. Donc Delia, elle est dans le monde des vivants, elle veut se dans la maison, elle veut faire des trucs avec des gens, elle veut attirer des vues en fait, voilà, comme une vraie influenceuse. Et elle, à côté de ça, elle va se dire à un moment donné, ben, tu sais quoi? À ce qui paraît, dans les temples d'avant, t'avais deux serpents, ils te mordaient mais ils avaient plus leur croc, et ben c'était un symbole d'amour. Ce qui est très con, c'est qu'elle a choisi tous ces serpents, elle a pas vérifié qu'elle avait plus leur croc, et s'est fait mordre, elle est dans le monde des morts. Du coup, elle a fini morte. Donc la honte, le karma pour elle qui en fait s'est fait avoir par son égocentrisme. Et là, en fait, c'est là ce jeu, en fait, Charles, lui, on sait qu'il est dans le monde des morts, on sait que du coup, il cherche un peu les endroits, il se comprend pas et tout. Et ça va être un peu le fil de l'histoire. Ça va être, à chaque fois, on va se dire, est-ce qu'ils vont finir par se retrouver à la fin du film, ils vont se retrouver. Donc, heureusement d'ailleurs. Hein. Et je suis d'ailleurs, c'est ce point qui fait du coup qu'on a une fin, un début, une fin de chaque, en fait, comment dire, chaque petite histoire du film, parce qu'il y a plusieurs petites histoires, donc c'est ça qui est cool. Et comment dire que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Delia en fait elle est le côté vraiment l'égocentrisme qui fait aussi de l'humour de situation qui marche très bien. Ce qui fait que ce film est toujours aussi bien que le premier. Je pense que dans le premier elle était déjà comme ça. J'ai des bribes de choses comme ça, donc c'est ça qui est cool. Et elle suit dans le deuxième, donc ça fonctionne toujours aussi bien. C'est un peu tout ce que j'ai à dire dans le passage qu'on connaît déjà. Maintenant, on va parler des trois nouveaux personnages, dont un homme joué par Willem Dafoe qui s'appelle donc, qui est un ancien Ralph Jackson, un ancien acteur flic qui joue un flic et qui est flic du coup dans le monde des morts. Alors là, Willem Dafoe a trouvé son rôle. Il était déjà dingue en Green Goblin dans les Spider-Man, mais alors là, Ralph Jackson, c'est vraiment le genre de truc qu'il adore, qui joue très bien. C'est en fait un acteur qui veut toujours jouer son rôle dans le monde des morts. Il n'accepte pas vraiment d'être flic, il a toujours pas compris qu'il était flic. Lui, il est toujours dans un film, il est acteur, il joue un peu de ce côté de d'acteur où il faut toujours quelqu'un qui lui dise bah, vous êtes un bon acteur, vous êtes toujours dans un film. Voilà, même quand il dirige ses hommes, c'est comme ça. Il se croit toujours dans des films, même quand il fait des cascades, même quand il fait de l'action. Il se croit vraiment toujours la grosse star qu'il est. Même des fois, même à un moment donné, il va rencontrer du coup la famille. Il va leur dire vous voulez un selfie en faisant sa pose alors que personne ne le connaît en fait. Donc c'est ça qui est sympa avec ce personnage-là, c'est que Willem Dafoe nous ramène ce côté comique de situation encore plus que Delia. Avec ce côté, du coup, en fait, il y a une enquête, il va la résoudre en quelque sorte, mais pas parce qu'il le veut en fait. C'est juste la situation qui fait qu'il va réussir à la résoudre, alors qu'en fait, c'est presque un bon à rien. C'est juste un acteur, rien d'autre. En fait, c'est même pas un vrai flic. Mais il a toujours quand même des techniques de manipulation de flic. Ah oui, quand même, faut le faire. Hein. Il va en fait s'inspirer, je pense, de films aussi, quand on voit quelques scènes, donc c'est ça qui fonctionne très bien dans le personnage. Je suis très content d'avoir découvert ce personnage-là comment dire, de Wolf Jackson, joué par Willem Dafoe, qui est lui un habitué des côtés un peu horreur. Même ce film-là, je vais en reparler par la suite, n'est pas vraiment horrifique pour moi. J'allais dire de nouveaux personnages, j'en ai oublié un, donc qu'on a déjà vu pourtant je crois dans le 1, c'est Bob tête réduite, les petits personnages avec la tête réduite du coup de Beetlejuice, qui va s'habiller comme lui, qui va être en fait un leurre, qui ne parle jamais, qui est en fait juste la situation, comme en fait la situation fait qu'on se marre. Genre donné il y a une bombe qui explose, donc ils vont tous les autres, en fait ils doivent gérer parce que Beetlejuice s'est enfui, ils vont tout gérer le service après-vente, enfin le côté téléphonie de ses collègues. En fait, tous ses collègues vont se barrer dans le monde des vivants avec ce gros trou là, et lui il peut rien faire, il va se cacher, il va se faire choper son part exprès, et à la fin, malheureusement, en fait, il se fait avoir par la méchante qui dévore dame et qui en fait lui aspire l'âme, et donc malheureusement il est mort. Et par contre, à la fin du film, il y a une petite scène, un petit arrêt sur l'image avec ce personnage et disant à la mémoire de Bob, ce qui je trouve très cool dans le film. C'est un personnage qui n'apporte pas énormément, qui reste essentiel quand même à l'histoire, mais on va dire qu'il n'apporte pas énormément, c'est juste qu'il est on est très content de le revoir et il est toujours aussi assez drôle. Maintenant on peut aller dans le vif du sujet. Avant de parler du personnage pour moi qui est un dingue, on va parler de Jérémy, joué par Arthur Conti, qui est en fait un fantôme
que Astrid va rencontrer parce qu'elle s'est enfuie, elle a foncé dans un portail et s'est cognée contre un mur avec un vélo, enfin contre un arbre avec un vélo. Dans cette cabane au-dessus de l'arbre, il y a un jeune homme qui en fait est un fantôme. Et en fait, je trouve ça un peu con. Elle s'en rend pas compte facilement, alors qu'en fait, dès le début, nous, on peut s'en rendre compte assez facilement, parce que dès le début, en fait, elle lui parle, il dit mes parents font jamais attention à moi. La deuxième fois qu'ils vont chez eux, les parents sont toujours scotchés en train de faire, soit devant la télé, soit en train de faire la vaisselle. Donc on me dit, ah ouais, c'est quand même bizarre, c'est sûr qu'ils sont pas morts, lui aussi. Puis en fait, du coup, à la fin, on se rend compte qu'il est mort, qu'en fait, il veut prendre l'âme d'Astrid, qui en fait, il va réussir d'ailleurs, parce qu'il va le faire réciter un texte et elle va l'accepter parce qu'il lui a promis de revoir son père, ce qui est vrai. Et du coup, elle va se faire avoir. C'est ce côté en fait petit méchant qui n'est pas énormément parce qu'en fait à la fin il va réussir à avoir son âme, il devait partir pour empoigner son guichet pour y réussir. Et en fait, c'est Beetlejuice qui le droppe pas en apparaissant là. Et donc rien de spécial, il va se faire détruire, il va se faire avoir, il va être tué mais facilement. C'est un méchant assez cool, mais qui en fait n'est pas énormément développé malheureusement, et j'aurais voulu en voir plus. Je trouve que c'était assez cool d'amener ce méchant là pour se lier à Astrid qui est donc le même âge, donc ça permet de se lier comme ça. Là où le deuxième méchant dont je vous parlais, qui est pour moi le point le point positif de tous les ajouts qu'ils ont pu faire, et d'ailleurs je suis content du choix du casting, mais à donf. Je parle bien sûr du coup de Dolores, jouée par Monica Bellucci. Désolé, mais déjà pour. En fait, c'est la première femme de Beetlejuice qui il a rencontré du coup dans sa backstory qu'on a vu en noir et blanc, dans l'italien et tout. Donc ça permet un peu le côté personnage italien. Et j'ai choisi Monica Bellucci pour jouer une italienne, s'il n'y avait pas mieux. Pour jouer ce rôle en plus de méchante, mais c'est pépite. C'est pépite. Donc elle joue cette ex-femme qui veut retrouver Beetlejuice parce qu'en fait au début ils vont se marier, ils vont faire des galipettes ensemble et tout. En fait elle veut voler son âme, elle veut devoir son âme. Donc elle a besoin de son âme et je crois de sa vie. Et en fait elle va réussir à avoir qu'un d'eux parce que lui, un des deux parce que lui est fourbe aussi. Donc il va la découper. Donc première scène en fait, c'est le personnage de Danny Vito qui était dans le film, un concierge qui va aspirer avec un détecteur, un truc comme ça, et il va toucher de l'eau, ça va faire des interstices, ça va tout défoncer. En fait, plein de boîtes vont s'ouvrir et c'est elle qui va apparaître en s'agrafant et tout. Déjà, c'est de la musique, je vais en parler par la suite parce qu'elle est géniale. Et du coup, elle va revenir, elle va dévorer son âme en premier. Ce qui est sympa, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle dévore une âme, en fait, le corps se dégonfle pour bien comprendre qu'en fait, il n'y a plus rien dans le corps. Et ça, je trouve que c'est un point qui fonctionne très bien dans ce film, qui montre encore plus du coup le personnage qui est le plus en valeur. Et donc on voit plus que du coup, ah oui, il faut pas faire n'importe quoi avec elle. Elle l'a pas gêné. Elle l'a fait d'ailleurs à plusieurs. Elle a fait à Bob, elle a fait un mec qui gère un pressing, elle a fait du coup au concierge, elle a fait je crois d'autres encore. Mais donc faire très attention à elle. Donc c'est une méchante très bien développée qui, c'est toujours le fil de l'histoire, c'est est-ce qu'elle va finir à retrouver Beetlejuice. Elle va faire à la fin. Et malheureusement, en fait, c'est assez triste, je trouve, de la fin qu'elle a eue. C'est déjà, le point positif, c'est qu'elle va se faire tuer avec Rory, donc tout le monde va être content. Mais le point négatif, c'est que elle se fait tuer trop facilement. En fait, c'est que Astrid va dessiner une porte qui mène vers un monde de sable où il y a un ver géant qu'elle avait rencontré par avant avec sa mère. Et il va apparaître, il va les bouffer. Un petit peu d'action où en fait, t'as juste qui va faire le torero jusqu'à les amener devant eux et bouffer, fini. Très rapide comme mort pour un personnage qui était pourtant très. On avait trouvé le méchant qui allait très bien dans ce film-là et qui pouvait en plus relier encore plus à Beetlejuice. On pouvait plus développer le personnage, plus développer la backstory de Beetlejuice. Et malheureusement, c'est un point négatif du film qui fait que ça baisse beaucoup de points. Et vous aurez bien sûr le point à la fin de la vidéo. Maintenant qu'on a fait le tour de personnage, il y en a eu quand même pas mal, on va pas se mentir. Mais bon, pour un film comme Beetlejuice, c'est normal. On peut partir sur le côté que j'avais envie de développer. C'est le côté délire, dingue. C'est ce qui fonctionne très bien avec Beetlejuice. Là sur cette image, du coup, vous avez, c'est lui qui joue de la guitare. En fait, première fois, en fait, Henry va dire ce nom 20 000 les 3 fois. Ils vont apparaître dans une salle de psychologie de couple. Et en fait, il va faire des trucs de dingue. Il va faire apparaître un bébé de son corps, un bébé Beetlejuice du corps de Lydia qui va essayer de la dévorer. Et en fait, elle va revenir dans le monde réel. Et en fait, elle va voir sur la maquette lui en train de jouer de la guitare. Et il est toujours aussi dingue en fait, il fait apparaître aussi. Il y a des trucs tellement dingues avec lui, désolé, mais Beetlejuice et le côté dingue, et j'adore ce côté dingue qui fait que oui, Michael Keaton lâche prise, mais à un point.
C'est comme du coup, pour ouvrir le monde des morts, Jérémy avait fait une porte pour l'amener à la casquette. Lui, il a juste dessiné une bombe, il a allumé avec son doigt, le feu, explosé, il entre. Ou du coup, c'est de côté football avec Bob qui est aussi un truc bien dingue. La scène de fin où du coup, Rory dévoile tout, juste il donne un point, un énorme gant de boxe à Lydia pour qu'elle fasse valser Rory, c'est génial. Comment dire, niveau délire, il y a aussi la scène de fin du mariage. Il faut parler de la chanson après parce que il fait chanter tout le monde, il fait chanter le prêtre, il fait déjà habiller du coup Lydia en habit de mariée parce qu'ils doivent se marier. Il pensait d'ailleurs avoir ce mariage qu'il pensait déjà avoir du coup au premier film qu'il n'a toujours pas eu du coup dans le deuxième malheureusement. Mais ce côté vraiment hyper dingue que Michael Keaton joue tellement bien, mais en plus il faut le faire parce que Lydia, Delia, Astrid, le prêtre, Rory, tout le monde chante, donc il faut que Jenna Ortega et tout, ils arrivent bien à réussir, donc je pense c'est un taf de dingue qui fonctionne très bien à l'écran. J'adore ce côté Beetlejuice dingue où en fait tu lâches prise, tu te dis je viens voir ce film juste pour m'amuser, juste pour rire. On en parlera par la suite, en fait je trouve que c'est un film d'horreur comique. C'est-à-dire qu'il est là pour faire peur, il fait là plus pour faire rire que faire peur. Certes, il fait peur quand même, et je pense qu'il faut faire attention à la limite d'âge. Je pense qu'il y a quelques enfants qui ne peuvent pas y aller, il faut faire attention parce qu'il y a des trucs qui font peut-être assez peur. Mais c'est plus comique qu'autre chose, et ça fonctionne très bien. Moi qui ai difficulté avec les films d'horreur, c'est un film de ce style-là, elle a un peu la Scary Movie aussi, où il se moque un peu en fait, même si là c'est pas vraiment se moquer, mais ça fonctionne très bien. Et c'est ça qui fait que je m'identifie plus à ce film-là et j'arrive plus à le suivre. Et clairement, il est la suite du deuxième, du premier, et j'adore ce côté dingue où il est encore plus dingue que dans le premier. Ça suit encore avec Wolf qui est dingue aussi, avec ce côté du coup, il faut toujours j'ai mes pancartes derrière pour dire mon discours, ce côté du coup, il reste en place son personnage. Avec, comment dire aussi, avec Delia aussi qui, mais je suis connu partout dans le monde des vivants, mais en fait, dans le monde des morts, je suis pas connu quoi. Donc il accepte pas ça, il y a le côté aussi un peu. Je trouve que Lydia a un côté un peu. Non, plus Rory que Lydia, ce côté dingue, mais les deux ont long, mais plus Rory que Lydia en réalité. Parce que lui il joue un rôle en fait, donc ça marche bien. Non, j'allais dire que le personnage de Monica Bellucci, donc Dolores en a, mais pas vraiment. Bon, Bob en a dans comment il les fait déjà. Mais oui, en fait, le côté dingue qui va en fait avec l'action, parce qu'il y a peu d'action, mais quand il y a de l'action, c'est lié au dingue en réalité, comme le serpent du coup qui sort du sable, où il y a du coup Lydia et Astrid, en fait, c'est littéralement un serpent avec les habits Beetlejuice. En fait, c'est l'impression que c'est lui-même encore, ou même quand le bébé c'est Beetlejuice. Désolé, mais oui, il y a ce côté dingue qui fonctionne très bien et qui est l'essence même du film, et je suis tellement content de l'avoir retrouvé. On va parler aussi d'un truc, bon, j'en parle souvent dans mes critiques, de la soundtrack. Là déjà le thème est de retour, le thème Beetlejuice qu'on adore, il est toujours là, il est lié à Beetlejuice, il est là. Il y a un thème pour chaque personnage qui embellit les personnages vraiment. Mais là, il faut que je parle des choix de chansons. Déjà, quand le personnage de Dolores apparaît, il se reconstruit, elle s'agrafe chaque corps pour du coup retrouver sa peau, retrouver son corps. Tragédie par les Bee Gees, c'est je pense l'une des meilleures idées de chansons qu'il y avait. Ça démarre tellement et je trouve que la chanson va tellement bien et c'est ça en fait que t'attends dans un film. Tu dis faut que les musiques soient marquantes et là ils ont fait le choix de musique marquante ou encore la scène finale c'est MacArthur Park du coup qui a été reprise par Richard Harris et elle est tellement géniale, ça fonctionne tellement bien, ça fonctionne avec les personnages qui chantent donc qui font du coup ce côté dingue. Ah non mais le choix des musiques par Tim Burton est vraiment tellement bien choisi. Tim Burton a toujours fait ce qu'il fallait en termes de choix de musique, j'ai jamais eu de soucis là-dedans. Pour moi, il a toujours été aussi bon et là, il le montre encore. Et franchement, je suis tellement content du coup d'avoir eu ces musiques dans chaque scène. En fait, chaque musique que tu entends, tu te dis ah mais elle va tellement bien dans ce film, elle va tellement bien avec le genre en fait. Donc tu peux te dire oui, c'est normal quand je l'entends et tu peux te dire qu'à la fin en fait c'est comme Deadpool et Wolverine. Il y a 2-3 musiques où j'ai tellement adoré les écouter au cinéma et même les voir dans les scènes que j'ai fini par les écouter dans la vie réelle et c'est ce qui va arriver avec la tragédie des Bee Gees ou peut-être pas MacArthur Park parce que ça va dans le thème du film mais je sais pas si dans la vie réelle je passerai l'écouter facilement mais tragédie oui c'est tellement marquant et tu vas retenir cette chanson donc c'est ça qui fonctionne. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce film. Avant de parler du général, je vais parler de la fin.
où en fait, la fin, c'est juste Lydia qui a accepté du coup que Beetlejuice s'enfuit, qui va lui dire bah, je veux pas je veux pas me marier avec toi. C'est même elle qui va du coup faire en sorte elle et Astrid qui vont dire bah, non, tu vas pas l'épouser, désolé. Et lui, il va du coup devoir accepter ça. Il va du coup retourner dans le monde des morts. Et elle a dit bah j'arrête mon émission, je vais essayer de profiter avec la fille. Et en fait, elle va avoir un rêve où ils vont aller dans le château de Dracula là, avec Astrid. Elle va rencontrer un homme dont elle va tomber amoureux. Ils vont par la suite se marier. Ça va jusqu'à ce qu'elle accouche. Et en fait, elle va accoucher du Beetlejuice Junior qui va faire une dinguerie. En fait, elle va se réveiller et va voir Beetlejuice à côté qui va dire ah j'ai fait un coche, j'ai rêvé de ça. Elle va se réveiller, il est plus là. Donc en fait, j'ai une petite théorie, enfin j'aimerais une petite oui, théorie qui pour moi même peut être un truc pour la suite. C'est que je suppose que Beetlejuice, c'est les 3 mots à pas dire. Là, il y a le deuxième c'est Beetlejuice. Donc il peut faire un troisième Beetlejuice qui serait le final. Et ça ferait une trilogie. Et ça serait du coup Lydia qui a accepté de ne plus parler aux morts, qui vit sa vie normale avec Astrid, même Astrid elle-même. Les deux vont devoir accepter et se détacher de Beetlejuice. Lui va devoir accepter qu'elles se sont détachées de lui. Il va essayer de revenir les hanter, mais elles vont réussir ça va être une difficulté, mais elles vont réussir à passer à travers, je pense, dans le film. Vous montrer qu'elle passe à travers, que Astrid a une vie, qu'elle grandit bien, que Lydia profite bien de sa vie réelle. Et Beetlejuice, il va devoir accepter du coup dans le monde des morts de faire sa vie, de plus penser à Astrid, de se dire ben ok, je ne reviendrai pas dans le monde des vivants, si je dois trouver quelqu'un d'autre, ça ne sera pas chez ces femmes-là. Peut-être lui qui va essayer d'aller voir d'autres personnes, et donc peut-être Lydia et Astrid qui vont essayer d'aider ces personnes-là à se détacher de lui. Et ça serait pour moi un troisième film génial à faire, ce serait une évolution encore plus, même pourquoi pas avoir plus sur la backstory d'Astrid, sur la backstory de Beetlejuice aussi. Parce qu'on a déjà eu beaucoup sur Lydia et tout, c'est vraiment Astrid et Beetlejuice qu'on n'a pas assez, donc ça serait cool. Et du coup d'avoir en fait ce troisième film où ça serait les personnages qui vivent leur vie et qui doivent se détacher les uns des autres, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans le deuxième en fait, et qui est lié au premier, et donc ça serait une suite logique qui pour moi serait une très bonne idée pour Tim Burton. Faut que le deuxième fonctionne, c'est sûr, faut qu'il soit un succès. J'ai pas peur qu'il soit un succès, hein, pour moi il le sera, mais il faut qu'il le soit. Et donc ça serait un troisième film qui pourrait être possible si ça reste dans le même vibe, et pour moi ça serait une bonne un bon troisième film, une bonne dernier film de trilogie qui permettrait du coup de se dire bah Beetlejuice c'est fini, Michael Keaton a raccroché Beetlejuice et ça fonctionnerait. C'est comme ça que je verrais bien l'idée, et que ça ferait du coup en plus écho la phrase du coup, il faut pas dire 3 fois son nom, on aurait du coup les trois films avec chaque fois son nom qui réapparaît 3 fois, ce qui pour moi serait génial. Maintenant je vais parler de mon avis général sur le film. Alors pour moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas très bien film d'horreur, donc ce film d'horreur à côté plus comique qu'autre chose fonctionne très bien. Il est le digne successeur du premier. Il a des points négatifs, faut pas se mentir, hein. Il y a pas de personnages pas assez développés, des backstories pas assez développées, il y a des choses trop faciles. Mais un très bon film que je ne peux qu'en conseiller de voir au cinéma. Par contre, oui, c'est au cinéma qu'il faut le voir. Hein. Pour moi, Tim Burton a retrouvé, il a toujours été dans ce genre-là génial. Michael Keaton a retrouvé du poil de la bête dans sa carrière, on va pas se mentir. Tim Burton a montré encore une fois que c'était le maître dans ce genre de film-là. Qu'il a pas vieilli, il a vieilli, mais que son cinéma n'a pas vieilli, que ça fonctionne toujours aussi bien. C'est un film qui pour moi mériterait un bon, allez, 16-17 sur 20, parce qu'il y a quand même pas mal de points négatifs, mais les points positifs prennent le dessus. Et je ne peux, oui, comme je l'ai dit, je peux que vous conseiller de voir au cinéma. Vraiment, si vous avez aimé le premier, vous allez aimer le deuxième. Je sais que certains vont peut-être pas aimer le deuxième parce que le premier est intemporel et qu'on peut pas remplacer, on peut pas faire une suite pour eux, mais je vous dis, donnez une chance à ce deuxième film. Vous serez, je pense, très surpris de ce que vous allez découvrir de ce film-là. Qui pour moi m'a surpris à donf. Hein, j'étais là à me dire, je vais y aller au cinéma, ok, c'est Beetlejuice 2, le trailer a l'air sympa. Mais je suis comme vous, hein, pour moi c'est intemporel. Le deuxième ne peut pas être. Le premier ne pouvait pas avoir de suite au début. Et pourtant, il a vraiment changé mon point de vue. Je suis tellement content d'avoir vu ce film qui est vraiment une réussite. C'est un très bon second volet. Et tellement c'est une réussite, vous l'avez vu, j'ai envie d'avoir un troisième presque. Avec des théories qui sortent. Donc clairement, allez le voir au cinéma, donnez-lui une chance. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique. Et ciao tout le monde.